Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur Neon Info pour un nouveau numéro de l'invité. Au Bénin, le 8 février 2026, la 10e législature a été officiellement installée avec à sa tête Joseph Diogbenou, une étape majeure qui marque donc un tournant décisif dans l'histoire institutionnelle du pays. Et pour la première fois, les députés béninois s'engagent pour un mandat de 7 ans. Les 109 députés du Parlement sont issus de deux formations politiques, l'Union progressiste, le Renouveau et le Bloc républicain. Noureddine Diallo, merci de nous rejoindre. Merci à vous de m'inviter. La 10e législature donc, au Bénin a été installée le 8 février dernier avec Joseph Diogbenou à sa tête. En quoi cette installation, selon vous, marque-t-elle un tournant dans la vie politique du pays? C'est le premier Parlement à inaugurer le septennat. C'est le premier Parlement sous la Constitution qui a été révisée en novembre 2025. C'est aussi et surtout le troisième Parlement où l'opposition est absente sous le président Patrice Talon après 2019 et 2021. Vous l'avez rappelé, à la tête de ce Parlement, il y a Joseph Fifame Diogbenou. C'est l'autre dauphin du président Patrice Talon qui n'a pas été choisi, mais qui a été reconforté par le poste du président de l'Assemblée nationale. Et qui a été ministre de la Justice du premier quinquennat du président Patrice Talon. Oui, Joseph Diogbenou fait partie des hommes politiques qui sont très bien connus au Bénin et qui ont joué de grands rôles. C'est un enseignant du droit à l'université du Bénin qui avait fondé une société civile, une organisation de la société civile qu'on appelle Alternative Espace Citoyen, si je ne me trompe pas. Et il est surtout avocat du président Talon. Et ensuite, lorsque le président Talon avait pris les rênes du Bénin, il a été nommé ministre de la Justice avant de retrouver la présidence de la Cour constitutionnelle. Plus tard, il va démissionner pour s'occuper de l'un des partis politiques qui soutiennent le président Patrice Talon, à savoir l'UP, le Renouveau. Et commençant son élection à la tête de l'Assemblée nationale béninoise a été accueilli au sein de la classe politique nationale. Oui, il faut dire que le professeur Joseph Diogbenou, on peut dire qu'il est bien à sa place, parce qu'à l'Assemblée nationale, c'est des questions de débat, c'est des questions de procédure, c'est des questions de vote de loi. Et donc, c'est un homme de loi qui s'y connaît très bien. Il a déjà conduit beaucoup de réformes au Bénin. N'oubliez pas que les controversées réformes sur le système partisan ainsi que sur le code électoral, c'est lui qui les avait conduits, même si ça a suscité des controverses, même s'il y a des aspects qui sont dénoncés. C'est son domaine, le droit. Et puis, beaucoup d'observateurs et d'analystes politiques pensent qu'il est vraiment à sa place et que sa position actuelle au Parlement est une bonne nouvelle pour l'institution. Et pour la première fois, les députés béninois disposent d'un mandat de 7 ans. Quels avantages institutionnels offre cette durée prolongée? Bon, la première chose pour les députés eux-mêmes, c'est qu'ils ont un temps plus long. Ils ont 7 ans au lieu de 5 ans. Et là, dans ces conditions, la pression électorale, la pression politique s'abaisse. Donc l'institution dispose de plus de temps pour travailler, ce qui peut assurer une certaine stabilité institutionnelle, ce n'est pas mauvais. Et aussi, les députés peuvent tranquillement s'occuper de leur travail qui est de légiférer. Donc ils auront plus de temps à consacrer au vote de loi, à étudier les lois en profondeur. Et les votes peuvent paraître maintenant un peu plus lents, mais ça peut être un atout certain pour l'efficacité de leur action. Et les 109 députés sont issus uniquement de l'Union progressiste, le Renouveau et le Bloc républicain, les deux partis donc, qui siègent au niveau de l'Assemblée nationale. Mais que révèle cette configuration sur l'évolution du système, dirais-je, partisan au Bénin? Non, tout simplement, c'est la preuve que les réformes sur le système partisan et sur le code électoral au Bénin n'étaient pas vraiment inclusifs.
La preuve est que l'opposition, elle est absente dans ce Parlement. C'est peut-être aussi la preuve que l'opposition avait d'une certaine manière raison. Elle qui a toujours crié à des réformes chrysogènes, elle qui a toujours crié à des lois qui ont pour objectif de l'exclure du Parlement, et pas seulement du Parlement, mais des autres institutions également. Donc, je pense que ceci peut être perçu comme un handicap dans le débat contradictoire. Justement, l'absence de l'opposition parlementaire suscite depuis des débats au sein de l'opinion publique, mais quels peuvent être les impacts d'un Parlement homogène sur la qualité du débat démocratique au sein de l'hémicycle? C'est vrai que l'absence de débat contradictoire n'est pas un indicateur sérieux pour une démocratie de qualité. Et en même temps, si le débat contradictoire n'est pas juste un débat politicien, alors ça fait du bien à la qualité de la gouvernance aussi. Ainsi donc, dans ce Parlement, les citoyens auront des difficultés à croire que les débats se font effectivement pour le bien du peuple. Parce que s'il y avait des opposants qui donnaient de la voix, qui opinaient, qui donnaient leur point de vue, ça rassure les populations. Mais le Bénin, il faut le dire, n'est pas, je l'ai dit à l'entame de mon propos, et il n'y a pas que le Bénin, il y a beaucoup de pays qui fonctionnent avec des parlements et des institutions sans opposition. Mais ce qui est recommandé, c'est que si on est vraiment en démocratie, on doit adopter, n'est-ce pas, les règles et les méthodes qui respectent cette démocratie, parce que la démocratie, si vraiment on est dans un contexte démocratique, ça suppose les débats contradictoires, ça suppose la présence de tous les courants de pensée, c'est-à-dire enfin, gauche et droite, parce que je n'aime pas aussi trop le thème opposition. Bon, voilà, c'est un thème qui nous a été filé par d'autres, alors que chez eux, on ne parle jamais d'opposition, on parle de gauche, de droite, de centre. Donc, comme tout le monde est à droite, ou tout le monde est à gauche, ça pose un problème sur l'efficacité de l'action gouvernementale. Et justement, dans ce contexte, quels mécanismes institutionnels peuvent permettre de garantir le contrôle de l'action gouvernementale? Oui, la garantie du contrôle de l'action gouvernementale, elle est un peu compliquée dans le contexte béninois actuel. Vous n'êtes pas sans savoir que la Constitution a été révisée en novembre 2025 et que dans cette Constitution, il y a un point qui exclut les débats politiques, les débats contradictoires. En tout cas, du moins, c'est ce que rapporte beaucoup. Pendant donc 6 ans maintenant, parce que maintenant c'est des mandats de 7 ans. Donc ainsi, donc pendant 6 ans, les gens n'auront pas à débattre. Même sur les médias, les leaders d'opinion, les analystes n'auront pas beaucoup à opiner de manière à critiquer l'action gouvernementale. Et qu'en plus de ça, au Parlement, il n'y a pas d'opposition pour donner de la voix. Dans ces conditions, le seul moyen qui reste, lorsque les députés vont aller sur le terrain pour la reddition des comptes, vont aller à la rencontre des électeurs pour leur expliquer, parce que dans tous les parlements, et même au Bénin, il y a de ces exercices-là qui se font, de ces pratiques où les députés vont souvent sur le terrain pour expliquer aux populations leur démarche. Et pourquoi telle ou telle loi ont été votées dans telles conditions et pourquoi. Ça a été le cas pour la Constitution qui a été révisée. Donc je pense que lorsqu'ils iront sur le terrain à la rencontre des populations, certainement que les populations vont les interpeller sur telle ou telle question. Bon, donc c'est l'une des seules issues pour permettre à la démocratie de continuer à respirer. Mais selon vous, comment est-ce que cette configuration parlementaire actuelle peut-elle influencer la perception internationale de la démocratie béninoise? Non, la démocratie, déjà que c'est le temps où les institutions internationales et même la communauté internationale s'attardent beaucoup sur les questions de démocratie
d'exigence démocratique, je pense que ce temps est révolu. Parce que ce qu'on appelle communauté internationale et même les institutions internationales nous ont suffisamment montré que ce qui importe pour elles, ce n'est pas du tout la démocratie, mais c'est les avantages qu'elles peuvent tirer dans les pays. Vous avez vu aujourd'hui que ce qui se passe, nous sommes dans la nouvelle configuration ou dans les nouvelles réalités avec lesquelles nous vivons dans notre époque. Si vous regardez un peu les alliances qui se font de part et d'autre, vous voyez que les relations à l'international, la diplomatie internationale, elle est plus portée sur des intérêts aujourd'hui. Donc que le pays soit géré par un diable ou par des diablotins, ça n'intéresse pas beaucoup les gens. Que le président soit un bon élève en matière de pratiques démocratiques, ça n'intéresse plus les gens aujourd'hui. Ce qui intéresse les gens, c'est qu'est-ce qu'ils peuvent gagner dans ces pays, soit-ils dirigés par ce que je viens de dire. Ainsi donc, la nécessité que nos pays soient gérés par des démocrates, c'est simplement au niveau des populations que cela continue d'être une réelle préoccupation. Mais comment appellerez-vous ce à quoi on assiste aujourd'hui, dans un contexte où même sur le continent, les États voisins ont du mal à s'accorder? Mais justement, c'est un peu ça. C'est comme je le disais, les si on reste au Bénin, on va prendre l'exemple avec le Niger, oui, où les tensions persistent entre les deux pays. Le Bénin et le Niger ont toujours vécu en toute symbiose. Jusqu'au 23 juillet 26 juillet 2023, lorsque le pouvoir du président Bazoum a été renversé par le CNSP du président Tchani. Et on a vu comment une crise s'est a tout de suite vu le jour, et qui est parti de la CEDEAO, qui a pris des mesures, des sanctions iniques et cyniques, je le rappelle, contre le Niger. La frontière a été fermée et sans possibilité, sans aucune flexibilité pour tous les produits. Et c'est justement cette crise-là qui s'est dégénérée, qui s'est transformée en crise sécuritaire, et que ces deux pays ne se font plus confiance parce que l'un a choisi la Russie, l'autre est resté à garder son partenariat stratégique avec la France, et les accusations de part et d'autre ont conduit au maintien de la frontière fermée jusqu'aujourd'hui. Pour des raisons sécuritaires, mais est-ce que selon vous cet argument tient encore debout aujourd'hui? La fermeture de la frontière de Gaïa jusqu'aujourd'hui, c'est un dossier sur lequel nous avons personnellement travaillé. Et nous avons observé l'évolution de la situation. C'est vrai qu'au début, ce sont les raisons sécuritaires qui sont avancées. Mais en tant qu'observateur, beaucoup pensent qu'aujourd'hui, ces raisons ne sont plus justifiées. Dans la mesure où beaucoup d'experts militaires pensent que pour agresser le Niger aujourd'hui, bien que la frontière soit fermée, il y a d'autres moyens pour agresser le Niger. L'exemple le plus patent, c'est la dernière attaque sur la base aérienne 101, oui, l'aéroport international d'Uri Amani. La frontière était bien fermée. Donc je pense que j'ai l'habitude de comparer la crise autour de cette frontière comme une plaie infectée. Je crois que c'est une crise qui est née en 2023, mais où il y a eu beaucoup de choses qui se sont... il y a eu beaucoup d'assemblages. Peut-être même qu'il y a des gens qui ont intérêt à ce que la frontière reste fermée. Où va cette crise? Est-ce qu'un statu quo qui s'installe et qui va perdurer? Ou est-ce qu'il y a véritablement d'autres pistes de solutions? Je pense que peut-être qu'il y a des non-dits autour de la fermeture, du maintien de cette frontière-là fermée. Parce que la raison sécuritaire ne peut plus à elle toute seule justifier le maintien de cette frontière-là fermée, en tout cas aujourd'hui. Je pense que près de 3 ans après, les débats devraient plutôt évoluer. Il y a un débat, il y a une information qui circule aujourd'hui sur la toile. Les deux gouvernements n'ont pas communiqué là-dessus. Le Bénin n'a rien dit et les autorités nigériennes non plus. Mais
c'est des médias béninois surtout et des relais sur les réseaux sociaux qui en parlent. Donc, encore une fois, je rappelle qu'il n'y a pas de réaction officielle ni d'un côté comme de l'autre. Il s'agit du convoi ou du convoyage du matériel militaire nigérien par l'armée béninoise jusqu'à la frontière de Segmana pour entrer au Nigeria et continuer jusqu'au Niger. Est-ce que c'est vrai? En tout cas, des images ont circulé, mais les autorités n'ont rien dit. Voilà les gens d'action qui donnent quand même espoir. Si l'armée béninoise est capable d'aider le Niger à sécuriser son matériel jusqu'à la frontière, jusqu'à Segmana, ça veut dire qu'elle est aussi capable de travailler avec l'armée nigérienne pour sécuriser la zone. Donc encore une fois, je pense que l'intérêt des pays, l'intérêt des populations, c'est de travailler ensemble. Les populations, je le rappelle, n'ont aucun problème entre elles. Si cette information est vérifiée, venait à être vérifiée, ce serait le signe d'une évolution dans les relations entre les deux pays, selon vous? En tout cas, ce serait un signe vraiment très positif. C'est un signe positif. Et peut-être aussi que c'est le premier pas vers le règlement de la crise entre les deux pays. Pour revenir donc au sujet du Parlement donc qui a pris fonction au niveau du Bénin, avec la configuration actuelle sans une réelle opposition au niveau de l'hémicycle, peut-on parler selon vous d'un risque de concentration du pouvoir législatif et exécutif? Mais le pouvoir législatif et exécutif, il est déjà concentré dans les mains de la mouvance présidentielle. Donc, les tenants du pouvoir au Bénin, pour les tenants du pouvoir au Bénin, cela garantit une stabilité politique et institutionnelle. Et ce sont les deux partis du président Talon qui gèrent l'exécutif, qui gèrent le Parlement et qui, dans une certaine mesure, vont gérer aussi le Sénat qui va voir le jour. Bon, même si dans le Sénat, c'est des anciens de tous bords. Maintenant, le seul qui, en tout cas jusqu'à présent, a déjà dit qu'il ne travaillerait pas dans ce Sénat, c'est Yahi Boni, le président donc des démocrates. Donc on verra à l'épreuve des faits quand le nouveau président en avril sera élu et qu'il va prendre fonction et que le Sénat aussi. On verra comment tout ça va évoluer. Mais je vous rappelle que de 1970 à 1990, le Bénin a essayé la révolution populaire, une sorte de marxisme-léninisme. Et ça a été une expérience pour le Bénin. Ça n'a pas fonctionné. C'était un parlement monocolore. Il n'y avait pas d'opposition. Tout le monde devait regarder dans la même direction et parler d'une même voix. Mais le Bénin ça n'a pas fait développer le Bénin. Jusqu'à ce que le Bénin renoue avec la conférence nationale et le renouveau démocratique. Mais l'arrivée de Talon a changé quelque chose dans cette démocratie, puisque on appelle ça démocratie, mais d'un autre côté, les indicateurs démocratiques sont un peu en berne, en quelque sorte. Les libertés d'expression, etc., etc. Bon, donc, voilà. Donc, je pense que quand tout va se mettre en place, on va observer, on va regarder, pour voir si ce nouveau système qui n'est pas tout à fait, qui n'a pas tous les indicateurs possibles, dans le fond, pour être appelé démocratie, mais qui en apparence, parce qu'il y a les institutions, constitue une démocratie. On verra si c'est simplement une démocratie de façade ou bien si le fond a du contenu démocratique. Mais de toutes les façons, je crois que pour le président Talon, dans sa perception, c'est le développement qui compte. Justement, et cette législature est présentée comme celle des réformes structurelles, mais quelles sont les priorités majeures, ou sinon quelles seront les priorités majeures de cette législature-là durant les 7 prochaines années? Durant les 7 prochaines années, le Parlement a du boulot. Vous savez que récemment, le Bénin a lancé une initiative Horizon
60 à la FIA, qui est en réalité qui prône un Bénin splendide, un monde splendide. Et c'est une bonne idée. Simplement parce que en Afrique, la ligne de gouvernance, en tout cas en ce qui concerne le développement du pays, ça change régulièrement. Ça change régulièrement. Les Africains, les pays africains ont du mal à se fixer des objectifs sur le long terme. 2060, je crois que ça coïncidera avec les 100 ans après l'indépendance du Bénin en 1960. Donc évidemment que c'est un bon rendez-vous pour faire un bon bilan. Et justement, et comment garantir la continuité de ces stratégies de développement au-delà de l'alternance? Le président Patrice Talon est à son deuxième et dernier mandat. Oui, le président Talon est à son deuxième et dernier mandat selon la Constitution. Mais il va rester aux aguets puisque, en tant qu'ancien chef d'État, il va siéger au Sénat. Il va siéger au Sénat. Et vous avez vu tout le pouvoir que le Sénat a au Bénin. En tout cas, le Sénat est puissant. Certains ont l'habitude de comparer ça même à un exécutif bis. Bon, donc, et tout ça, c'est quand même sa vision. Il a su, d'abord, il faut lui tirer chapeau pour le travail qu'il a fait en matière de développement. Ça, il a réussi. Et maintenant, il a même pensé à l'après-lui. Il a tout orchestré, il a tout mis en place. On connaît déjà le nouveau président. Le Parlement, il est monocolore. La Constitution est révisée pour que, selon le camp présidentiel, en tout cas la mouvance présidentielle, pour une stabilité institutionnelle. Bon, maintenant, comme je l'ai dit tantôt, on verra dans l'exercice, dans la pratique, quand toutes ces institutions seront en place. Quand le Sénat va prendre fonction, on verra comment ça va fonctionner entre le Sénat et l'Assemblée nationale. On verra. Et pour l'heure, ce qui préoccupe les Béninois également, c'est de pouvoir participer au débat politique. Le Parlement a aussi une mission de représentation nationale, mais comment peut-il vraiment intégrer la pluralité des opinions dans un contexte sans opposition formelle? Non, mais c'est ça justement, c'est difficile. Parce que l'Assemblée nationale est le poumon d'une démocratie. L'Assemblée nationale respire à travers, une bonne démocratie respire à travers l'Assemblée nationale et la qualité des débats. Mais aujourd'hui, on a un Parlement où l'opposition est totalement absente. Encore une fois, ce n'est pas la première fois que le Bénin est avec un Parlement monocolore. Il y a eu cette longue période révolutionnaire que j'ai rappelé tout à l'heure. Et même sous le président Talon, on a déjà connu des parlements sans opposants. Bon, la question c'est, est-ce que c'est vraiment l'opposition qui fait le développement? C'est une question. Mais une chose est sûre, ce que l'opposition fait, c'est que ça enrichit le débat. Et ça rassure les concitoyens. Ils sont sûrs que dans le débat qui se mène là-bas à l'Assemblée, qu'il y a des gens qui pensent différemment, mais qui arrivent à s'accorder autour de quelque chose et qui, à travers le vote, parce que quand on vote, la majorité remporte et ainsi donc le vote est validé. Ce ne sera pas le cas. Et en plus, je l'ai rappelé dans la Constitution, il n'y aura pas de débat contradictoire, y compris même sur les médias. C'est pour ça que je dis que c'est un nouveau système encore qu'il faut regarder, qu'il faut observer pour évaluer. Donc, à l'étape actuelle, la démocratie béninoise a pris une nouvelle tournure, présente quelque chose de nouveau auquel le Bénin n'était pas habitué avant. Il y aura le Sénat aussi. Donc, on verra à l'épreuve des faits de la pratique comment quel visage réellement ça va présenter. Et les Béninois vont se rendre compte, encore une fois, dans quoi ils sont. Et le pays a quelques mois de la présidentielle d'avril 2026. Quel rôle stratégique peut jouer cette 10e législature dans la préparation de ce scrutin? Non, le scrutin présidentiel d'avril prochain, comme tous les autres, n'est pas organisé par l'Assemblée. C'est la Sénat qui organise cette élection.
Et encore une fois, on connaît déjà le futur président. Donc ce Parlement n'a pas un rôle à jouer. Tout ce qu'il peut faire, en plus c'est les mêmes. Tout ce qu'il peut faire, c'est d'aller en campagne. Mais même la campagne, est-ce qu'elle est réellement nécessaire? Parce qu'on s'en va battre campagne pour convaincre. Mais si déjà, tout est déjà... Vous pensez que l'essentiel du travail est déjà fait? Non, ils iront aux élections. Ils iront aux élections, mais on sait déjà que c'est Romiad Wadani qui va prendre devant j'oublie un peu son nom, le deuxième candidat, mais qui n'a pas l'étoffe, qui ne peut pas créer la surprise ni le miracle. Bon, donc quand c'est comme ça, et vous avez vu le taux d'abstention pour les élections législatives, près de 70%. Bon, c'est un taux record. Donc ça veut dire que fondamentalement, les populations ne sont pas sorties pour voter parce que déjà, pour elles, les dés sont pipés. À quoi bon? Ça sert à quoi de perdre son temps pour aller voter quand on connaît déjà le résultat? Je crois que ça va être pareil pour l'élection présidentielle si ce n'est pas pire. Donc, il n'y a pas, les députés dans ce contexte, ils n'ont pas un rôle à jouer pour l'élection de Romiad Wadani. Non, ça n'a pas d'importance. Je ne vois pas qu'est-ce qu'ils peuvent apporter. La 10e législature donc béninoise installée, cela-t-elle, selon vous, perçu comme un levier de consolidation institutionnelle? Oui, bien sûr, ce Parlement peut apporter. Dans sa pratique, on verra la qualité des débats. On verra si c'est un club d'amis et de partisans qui se sont réunis juste pour légaliser des forfaitures. Et on verra si vraiment c'est des gens, bien qu'ils soient de la même famille politique, sont capables tout de même de discuter sérieusement et de dire on n'est pas d'accord sur ce point, on demande à la mouvance de changer, de modifier, parce que ceci n'arrange pas. Maintenant, ce Parlement aura tout à gagner s'il ne s'enferme pas dans une sorte de Parlement béni oui, c'est-à-dire tout ce qu'on lui parachute, il vote. Tout ce qu'on lui apporte, il vote. Mais ce Parlement aura tout à gagner, oui, c'est nous, c'est notre affaire, c'est notre régime, mais on a décidé de faire correctement les choses. C'est seulement à ce prix que ce Parlement pourra apporter quelque chose de positif à la gouvernance. Merci, Noureddine Diallo. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci à vous également de nous avoir suivis dans l'invité du jour. C'est moi qui vous remercie.